bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue, d'autant plus bienvenue parce qu'on a un plateau et on a un sujet qui va vous donner envie, surtout avant le repas de ce soir. On va essayer de voir si on vous donne envie de mieux manger. On va parler de nutrition, on va parler de ce qui faut faire ou pas, des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes. On en parle dans Causement Réunionnais. On respire. Et pour en parler, on retrouve la chef, j'allais dire Ingrid Massot, c'est ça? Oui, patronne c'est ça. de... J'ai dit la chef parce qu'elle gère le Carrésène, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, qui est donc un restaurant. J'apprécie parce que je regarde ce qui est mis sur le réseau social Facebook. Et ça, j'ai dit, tiens, faudrait qu'un jour j'aille goûter. On a également avec nous, et surtout l'invité de l'émission, parce qu'elle, c'est la première fois qu'elle vient, Martine Lazoz. Alors, la sauce, alors qu'est-ce que je veux dire? Ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a qui a dit la sauce. La sauce. Voilà. C'est difficile. Lazoz. C'est de quelle origine? Le nom? Non. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas, quelque part en métropole. Alors, donc, vous êtes neurocoach, vous êtes maître praticien en hypnose. Et donc, on va parler avec vous des addictions alimentaires. Et pour l'alimentation, également, Alexis Vincent, lui, il équilibre l'alimentation. Oui, je fais un rôle sur le conseil en équilibrage alimentaire. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui c'est quoi bien manger? Vous avez déjà posé la question une fois. C'est quoi bien manger aujourd'hui? C'est apporter à nos cellules exactement ce dont elles ont besoin pour produire une belle énergie physique, une bonne santé, un moral positif, un mental positif. C'est la définition de ce qui se passe au Carrésène, Ce qui se passe, l'expérience qu'on est en train de faire en ce moment qui est intéressante, c'est de servir des repas où les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger, ils vont se laisser découvrir ce que le chef leur a proposé. Il a fait en sorte de mettre des petites choses un peu spécifiques. La dernière fois, il a fait une émulsion au géranium. Il fallait la trouver. C'était pas très facile. Donc, bien manger, c'est aussi, pour moi, là, au Carrésène, c'est de redécouvrir le sens, se reconnecter à ses sens, le goût, l'odorat, la vue, etc. C'est aussi ça. C'est la bonne définition pour bien manger, ce que Je suis vient de dire entièrement d'accord. Martine. Je rajouterais juste qu'effectivement, la notion de plaisir, elle doit être fondamentale. Savoir de quoi Il n'y a pas un paradoxe. Comment faire avoir plaisir lorsqu'il faut se mettre des contraintes? Je pense que, personnellement, une fois qu'on a compris un petit peu ce dont le corps avait besoin, ce dont les cellules avaient besoin, quand on récupère dans le monde agricole cette nourriture qui va permettre de nourrir ces cellules-là, normalement, on devrait applaudir, nos cellules devraient applaudir, merci de nous apporter tout ça. Aujourd'hui, on est juste basé sur la notion de plaisir sans considérer la santé, donc du coup, on est un petit peu amputé d'une partie de la question. Voilà, c'est ça. En fait, je reviendrai là-dessus, mais justement, Martine, la question c'est comment se faire plaisir en ayant des contraintes? Eh bien, en fait, le plaisir, le cerveau va le trouver très facilement si nous nourrissons de produits sains. Et puis, si possible, pas trop cuits, parce que tout ce qui est cuit est mort. Donc, d'une certaine manière, ça a moins de goût, moins de saveur, moins d'énergie vitale, etc. À partir du moment où on propose, et chose très intéressante, la proposition du restaurant d'Ingrid, c'est que si on propose des choses qui sont très, très savoureuses, peut-être qui vont étonner les gens, en fait, le cerveau est très, très vite rassasié. Et donc, du coup, il n'a pas l'impression de se priver. Ce mot privation ne traverse même pas l'esprit.
La personne, elle est rassasiée et elle est ravie, elle a goûté les saveurs qui l'ont nourrie. Et ensuite, si elle mange plus sainement de cette manière-là, avec les bons nutriments dont le corps a besoin, eh bien, très très vite, elle va avoir beaucoup d'énergie positive, beaucoup de bonheur, être moins... Voilà. Et donc, elle ne sait pas elle ne sait plus, elle perd l'idée de privation et de contrainte. Elle vit dans le plaisir et le bonheur. C'est ça qui change. Ingrid, qu'est-ce que les gens, quand ils commandent un plat à votre restaurant, qu'est-ce ils attendent de voir, d'être surpris par la combinaison, par le mélange, par le goût, qu'est-ce qu'attend On le appelle client? ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais j'aime beaucoup ce concept-là. C'est un concept où le client fait une expérience. Ça s'appelle l'expérience client. Il vient et c'est tout qui est mis en avant pour l'aider à être bien. C'est-à-dire que quand on va manger au restaurant, le cadre est important, l'accueil est important, le service est important, ce qu'on mange est important. Donc c'est vraiment un ensemble qui va faire que la personne se sentira bien. Et c'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, c'est vraiment toute une combinaison de facteurs qui vont l'aider à être en phase avec ce qu'elle mange et à en profiter à 100% en fait. Il connaît, le client connaît les produits, connaît les valeurs nutritives ou nutritionnelles plutôt? Très peu. Très peu, et c'est justement le rôle éducatif que je veux avoir, et c'est la collaboration que je souhaite mettre en place avec Martine, qui consiste effectivement à un moment donné, notamment à travers le site internet qui va être fait, les plats qui seront proposés, on donnera la valeur nutritionnelle, on dira voilà ce qu'apporte pour le cerveau tel ou tel aliment. Quand on mange ce rouge, ces produits rouges, qu'est-ce que ça fait? Quand on mange ces produits verts, qu'est-ce que ça fait? Pour éduquer aussi les personnes, on nourrit pas seulement son plaisir, on nourrit son corps, on nourrit les cellules, on nourrit son cerveau, on nourrit le moteur, et ça on l'a oublié. Et comme on l'a oublié, eh ben, on fait pas attention, on prend pas conscience que l'alimentation c'est pour notre santé. Alexis, lorsque vous dites aux gens, pour qu'il y ait un équilibre nutritionnel, il faut manger un peu plus de ça. Même s'ils n'aiment pas le goût, ça les embête beaucoup ou pas? C'est sûr que la notion de goût, oui, il y a des caps à passer quelque part, hein. Moi, comme je disais sur la première émission, une personne qui n'est pas motivée pour entreprendre un changement au niveau nutritionnel, je pourrais rien faire pour elle. Ça part de son cœur, de sa volonté à un moment donné d'entreprendre quelque chose de différent pour avoir des résultats différents. Donc cette volonté de désaxer, de changer, de trouver à un moment donné, effectivement, de découvrir peut-être des saveurs. Moi, je sais que dans ma vie, il y a des aliments que je n'aimais pas et aujourd'hui, je les aime. La margoze amère, par exemple. À partir du moment où j'ai lu que c'était quelque chose de puissamment antioxydant et de riche en certaines vitamines, etc., elle est amère, mais maillée dans une vinaigrette, mais mange-la. Oui, puis je trouve que ça a un bon goût aussi. Mais dans cette démarche que vous menez, dans ce qui est devenu aujourd'hui une vraie demande, oui, parce que les gens souffrent aussi. Je disais que se manger pour se soigner, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, mais la question c'est comment vraiment aller dans cette démarche, parce que ça ne concerne pas seulement la nourriture, il y a tout un ensemble. Et quelqu'un, quand il fait le choix d'aller vers une démarche, il y a aussi la famille, les enfants, et il faut cuisiner plusieurs plats, il faut avoir les moyens de le faire, il faut avoir le temps de le faire, ou il faut prendre le temps de le faire. Tout ça, c'est des démarches que vous allez devoir aussi, vous, solliciter. Oui, mais justement, c'est là que l'œuvre d'un restaurant comme celui d'Ingrid est formidable, parce qu'il va titiller la curiosité de certaines personnes. Là, on parlait des 5 sens finalement. Si on fait travailler 5 sens, eh bien, la personne trouve 5 plaisirs qui arrivent en même temps, qui ajoutent à son plaisir. C'est vrai que c'est difficile tant que la personne est dans l'ignorance son premier médecin, c'est sa nourriture. Eh bien, elle va continuer à ingérer des aliments qui ne sont pas très bons pour sa santé et qui vont créer de la fatigue chronique, du stress, de l'anxiété, des problèmes d'insomnie, etc. Mais votre émission est là justement pour aider La Réunion à sortir de ça, de cette méconnaissance de l'intérêt principal de la nutrition
pour être heureux. Par ailleurs, le changement appelle le changement. Quand une personne va dans un endroit qu'elle ne connaît pas, c'est un changement pour elle. Et en fait, le cerveau induit ce changement et du coup accepte un autre changement. Tant qu'on reste effectivement dans un cadre connu, qu'on répète en permanence et dont on ne sort absolument pas, ça va être très compliqué effectivement. Le premier endroit où on devrait apprendre, c'est l'école déjà, maternelle. Vous êtes neurocoach. Oui. Et comment un coach accompagne, justement, un neurocoach accompagne quelqu'un qui a besoin de de ne plus dépendre d'une certaine nourriture. Alors que toute sa vie, il a mangé que ça, il en est addict, et il faudra le faire en sorte qu'il ne le soit plus au bout d'un laps de temps. C'est le travail, votre travail ? Oui, c'est un travail le coach est bien placé pour faire ça, parce qu'en étant neurocoach, on est donc un coach qui travaille avec l'éclairage, qui va offrir l'éclairage des neurosciences, expliquer à la personne pourquoi. Mais en fait, il a une posture de coach sportif. Le coach sportif, il prend une personne, à un moment donné, mais cette personne, elle veut atteindre un objectif. Donc, on commence par demander à la personne, mais quel est votre objectif ? Mincir, être en meilleure santé, ce sont des objectifs différents qui sont souvent confondus. Et là, qu'est-ce qui va être le moteur ? Il va falloir travailler sur la motivation. Motivation, ça vient de motio, moteur. Donc, c'est en travaillant sur la motivation. Donc, on va faire miroiter le bénéfice et on va faire travailler la personne sur le bénéfice. Et donc, là, ça va passer par même l'aider. Ça peut ressembler d'ailleurs à de l'hypnose. Juste fermer les yeux et s'imaginer mince. Et s'imaginer mince. Et tout ce qu'on répète au cerveau, petit à petit, notre cerveau est incapable de faire la différence entre réalité et fiction et imaginaire. Donc en lui faisant imaginer et réimaginer ce que c'est que d'être mince, comment que je vais pouvoir changer de vêtements, choisir une autre robe, remettre une robe que je portais il y a longtemps, etc. Eh bien, je crée une motivation, je crée un moteur. Donc j'ai entraîné le cerveau sur le bénéfice à gagner et le cerveau n'est plus sur toute la peine, les souffrances, les difficultés, la fatigue sur laquelle elle est. On le défocalise et on attire son attention, on lui donne un fil rouge et on accompagne la personne comme ça, pas à pas. Mais ça va très vite. Maintenant, les neurobiologistes nous disent il y a certains messagers chimiques dans notre corps qu'on appelle des neurotransmetteurs, ils transmettent des informations d'un neurone à un autre, qui favorisent cette motivation, comme la dopamine. C'est simple, le mot dopamine, il est simple. Dopamine, ça dope. Voilà. Si je recharge la personne avec la dopamine, eh bien, elle va avoir la motivation pour avancer. Et il y a certains aliments, parce que Ingrid expliquait ça, il y aura des recettes, des plats que les personnes pourront déguster en choisissant, tiens, moi aujourd'hui, j'aimerais bien recharger ma dopamine. Alors, je vais manger tel plat. Parce qu'il y a certains aliments qui favorisent la dopamine. Pour la mémoire, la concentration, etc., eh bien, le cerveau aime tout ce qui est vert. Le chouchou est vert, les haricots verts, les choux verts, etc. Ça, c'est super pour les étudiants en ce moment qui sont en train de préparer le bac. On leur donne un petit message pour être en forme au niveau des neurotransmetteurs. Et il faut qu'ils mangent vert. Voilà. Donc, salade, etc. Oui, mais qu'est-ce qui accompagne le vert ? On a parlé de chouchou, on aurait pu parler d'autres légumes, bien sûr, mais c'est pas suffisant. Faut ajouter des choses à ces produits-là. Oui, à ces produits verts. Alors, c'est toujours intéressant de prendre la leçon des autres. Et sur cette terre, il y a 5 endroits sur cette terre qu'on appelle des blue zones, qui sont répartis dans les parties du monde totalement, une île au Japon, Okinawa, un quartier dans le sud de la Sardaigne, une communauté en Californie, etc. Enfin, il y a 5 endroits sur cette terre où on a remarqué que les gens vivaient extrêmement vieux, c'est-à-dire dépassaient la plupart du temps les 100 ans, mais surtout sans aucune maladie. Ils n'ont pas de diabète, qui est très fort ici à La Réunion. Ils n'ont pas de diabète, n'ont pas de cholestérol, n'ont pas de dépression, qui est considérée comme une maladie. Ils n'ont pas d'arthrose, ostéoporose, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que leur alimentation, le point commun, c'est leur alimentation. Dans 4 zones du monde totalement différentes, avec des cultures différentes, c'est l'alimentation qui est composée, dans les 5 cas, de 80% de fruits et de légumes et de céréales complètes.
Ça veut dire qu'il reste un tout petit 20% pour les protéines animales. Et la préférée, celle qui est la meilleure pour le cerveau, c'est l'œuf. Bio, bien évidemment. Donc, il suffit déjà de se poser ça. Pourquoi l'œuf Comme est règle. bon pour le cerveau? Parce que notre cerveau a besoin de gras. Si on veut maigrir, il faut manger gras. Donc là, on Du parle- bon gras, là, pas on- des fritures, mais Là- de l'avocat, c'est très très bon. L'œuf, le jaune d'œuf est gras, Ouais, c'est ce que très j'allais très dire. bon. Le jaune d'œuf bouilli, c'est ça? Oui, oui, ou cuit, ou peu importe du moment qu'on mange, ou cru. Si vous regardez ces femmes qui ont vécu longtemps, Jeanne Calment, 117 ans, on leur demandait ce qu'elle mangeait. Souvent, elle disait 3 œufs par jour. Mais on disait que le jaune d'œuf, justement, c'est de la graisse, il faut éviter. Oui, quand une personne a du cholestérol, elle va pas manger 3 œufs par jour. Mais en manger un, elle peut. C'est pas l'œuf qui crée le cholestérol. Si j'ai du cholestérol, il vaut mieux manger moins d'œufs. Mais l'œuf est très bon pour les yeux et pour le cerveau. Notre corps a besoin de gras. Notre cerveau a besoin d'énormément de gras. D'accord, ça c'est une... C'est Mais paradoxal du bon par gras, hein, rapport- pas de Non, non, non. friture, pas d'huile cuite, etc. Je suis un Bon peu... gras. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont dites que parfois on ne Oui. sait plus qui dit la vérité, Qui dit la vérité. qui défend juste peut-être un produit ou je vais dire un contexte. C'est ça qui est... Je crois que c'est ça aussi qui pose un problème aujourd'hui. Oui. On ne sait plus vers qui se tourner. On regardait une émission sur le curcuma pas plus tard que cette semaine. Je veux dire, c'est fou mais la médecine n'a jamais dit que la curcumine était un produit vraiment magique, quoi. Parce que la médecine est partie sur des produits chimiques, beaucoup, Ouais. et a oublié, et que là maintenant, fort heureusement, ça revient à côté de la médecine, en accompagnement de la médecine, de se retourner vers des produits naturels. On sait aussi que la curcumine, elle a un effet antioxydant, apaisant, etc., à condition de la mélanger avec du poivre. Oui, c'est effectivement. Voilà. Ça, c'est... Si je peux me permettre, je vais revenir juste sur votre question et votre réflexion précédente, qui est une vraie réalité. À qui se vouer? À quel saint se vouer? Certains disent ça, disent ça. Alors le mieux, c'est d'essayer. Si j'essaye pendant une semaine d'avoir mon alimentation, je fais juste une semaine, une alimentation variée, colorée, parce que ça va me faire plaisir à mes yeux. Et quand ça passe par les yeux, ça recharge la dopamine, justement. De me faire des jolies assiettes avec des fruits, des légumes de couleurs variées, etc. Et de manger très très peu de protéines, eh bien, je regarde comment je me sens à la fin de la semaine. Invariablement, je le fais faire à ma clientèle, invariablement, elle me dit j'ai mieux dormi, moins de fatigue et beaucoup plus positive. C'est une preuve suffisante. Juste parce que Ingrid m'avait raconté cette histoire une fois, on parlait du porc. À Okinawa, les personnes qui ont expliqué leur longévité disaient qu'ils mangeaient les tendons de porc. Et c'est pour ça que je disais que ça dépend des gens aussi. Ce qui peut être bon pour une population Oui, peut être néfaste pour une autre. oui. Et comment déterminer ça? Ce sont les cultures. Ce sont des cultures, quelquefois d'origine religieuse, qui ont imprimé ça. Mais à l'origine de ces cultures, en ordre général, il y a d'autres raisons. S'il y a eu des épidémies de maladies de porc dans un pays pendant 10 ans, 20 ans, eh bien la culture va enregistrer que le porc est mauvais, qu'il ne faut pas le manger. Ouais. Voilà. Hein. Donc il y a des choses culturelles derrière, mais il faut quand même accueillir l'idée que nous ne sommes plus. Les temps ont changé et que l'alimentation, elle est contrôlée, vérifiée, etc. Et que ce qui pouvait faire tomber malade il y a un siècle n'est plus le cas aujourd'hui. Si on prend l'exemple de l'Inde, par exemple, où il y a beaucoup d'épices, tout ce qui est cardiovasculaire, il y a pas de viande bovine, parce que Non. c'est la Protégé. tradition et la religion. On voit bien que ce ne sont pas les mêmes postures, ce ne sont pas... Et puis eux, c'est beaucoup de friture aussi. On voit. Et c'est pour ça que je disais que quand on regarde par rapport à ce qui se passe à La Réunion, sur la façon de cuisiner, on a beaucoup critiqué depuis les années 80 la cuisine réunionnaise. Il y a trop d'huile, il y a trop de graisse, il y a trop de ceci, trop de cela.
Alors que finalement, on n'a peut-être pas regardé non plus les bonnes raisons que cette nourriture ne soit plus aussi bonne qu'avant. C'est-à-dire que la sédentarisation, l'urbanisation, qu'est-ce qu'on peut raconter encore là-dessus? Tout ce qu'on a rajouté, hein, les bons gros gâteaux au dessert, au lieu de mettre des salades de fruits, on a mis beaucoup de pâtisseries et de confiseries. Quelque part, finalement, chacun dit un petit peu ce qu'il veut. Non, oui, vous avez raison, mais en même temps, il faut regarder justement la globalité. Vous venez d'en parler. Effectivement, la population créole est connue pour avoir beaucoup de diabète, mais ce n'était pas le cas avant, parce qu'avant, on mangeait, oui, il y avait peu de choses sur notre île intense, mais on mangeait donc beaucoup de sucre avec la canne à sucre, le riz, tout ça, ce sont des sucres lents, etc. Mais les gens bougeaient, les gens travaillaient la terre, ils marchaient. Aujourd'hui, on ne marche plus. C'est, par exemple, dans les Blue Zones, c'est ce qu'on remarque, c'est que les gens marchent. C'est-à-dire que si la boulangerie est à 2 km 3, ils y vont à pied, ils ne prennent pas la voiture. Nous autres, on prend la voiture. Et donc, on n'élimine pas ça. Ouais. Voilà. Ça, il faut vraiment regarder les choses dans leur globalité. Ensuite, si je peux me permettre, là, on est en train de parler alimentation, mais le corps et le mental sont indissociables. Et on peut voir, j'ai vu dans ma clientèle des personnes avec des alimentations désastreuses, mais zéro stress. Elles s'en foutent des autres, s'occupent pas des autres. Elles sont bien, elles vivent que pour elles, devant la télé, machin, pas de souci d'argent. Et ces personnes-là sont capables de vivre longtemps et sans trop de maladies. Une personne qui a une alimentation saine, mais qui en revanche a un stress, de l'angoisse, etc., elle risque des problèmes cardiaques et elle va créer de l'arthrose et de l'ostéoporose parce que le stress crée énormément d'acidité dans le corps et va bouffer nos minéraux, donc les cartilages et les os et les dents. Donc, c'est le mental et l'alimentation. C'est ce que disent les neurobiologistes. La cellule a besoin de mental, de bienveillance pour elle, par le mental, de bienveillance, de savoir être bienveillant pour les autres et l'alimentation. Alors, une question à vous trois. La base alimentaire de la Réunion, c'est le riz, le grain, les breads, et puis ils ajoutent un œuf, un peu de thon ou de la sardine. C'est suffisant? Il y a beaucoup de bonnes choses déjà dedans. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez équilibré à condition d'avoir de l'activité physique pour consommer les sucres lents du riz, etc. Il n'y a rien à ajouter, hein. Je veux dire il n'y a que ça pour le repas. Il y a du riz, donc du riz blanc, du grain, des breads, et puis soit ils ajoutent une sardine, soit quelque chose comme ça. Quoi, si, dans l'idéal, il faudrait manger quand même des fruits. Plus on mange de fibres, donc avec des fruits, etc., mais pas en fin de repas, parce que ça bloque la digestion. Les fruits, c'est dans la journée, c'est entre les repas ou en début de repas. Mais bon, là, pour Ygritte et pour Alexis, je veux dire, ce genre de repas, on ne le trouve plus vraiment à La Réunion. On ne va pas non plus se raconter d'histoire. On le trouve, mais avec peut-être, on en parlait la dernière fois, avec peut-être une population un peu plus âgée qui va continuer à manger un peu comme ça. Mais c'est vrai que la boîte de sardines, la morue grillée et tout ça, on ne va pas forcément la faire manger à nos jeunes. Surtout qu'avant le repas, il y aura eu un verre de coca. En fin de repas, il y en aura eu un autre. Et puis, qu'il y aura eu toute une nourriture industrielle en parallèle de tout ça. Je pense que c'est plutôt ça le problème. C'est pas la nourriture réunionnaise en soi. C'est la nourriture réunionnaise mélangée à toute cette autre nourriture qui vient d'ailleurs, qui a été importée ici, que nos anciens ne connaissaient pas. Donc c'est ça qui pose souci. C'est pas compatible en fait. Elle est vraiment pas compatible. Cette nourriture que l'on a, qui est déjà effectivement riche en soi, mélangée avec d'autres choses, et ben ça fait les désastres qu'on voit au niveau du diabète et des autres maladies. Et si, d'accord. J'étais il y a 3 jours dans un collège de l'Est de l'île, à Saint-André, et première chose que j'avais une intervention sur l'alimentation auprès des collégiens, et puis je posais toujours la question de qu'est-ce que vous mangez le matin. Donc on a fait la liste au tableau de tout ce que les enfants, ils levaient la main, ils disaient voilà, lait, Kellogg's, pain au chocolat, jus en brique, jus de fruits, etc. Et il y avait quasiment jamais des fruits et très peu de protéines, par exemple aussi. Et je me tournais vers eux et je leur demandais est-ce que vous pensez que c'est un bon petit déjeuner? Ben, catégoriquement, quasiment à chaque fois, ils me disaient qu'ils pensaient que c'était un mauvais petit déjeuner. Ils avaient conscience que c'était pas bon et pourtant, machinalement, automatiquement, ils le prenaient.
Donc il y a un peu une dissonance là. Je pense que ça se vérifie parce que quand on voit quelqu'un aller à un camion-bar prendre un sandwich américain, frites, gratiné, ils sont conscients que c'est pas bon. Mais c'est tellement bon à leur goût que, voilà, faut pas non plus se voiler la face. Il y a des choses qu'on sait qui sont pas bonnes, mais on se laisse aller à ça parce qu'il y a un plaisir dedans qu'il faut reconnaître, quoi. Je pense qu'il faut réinverser les choses, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette nourriture-là, on la mange 6 jours sur 7, quoi. En fait, il faudrait la manger peut-être une fois par semaine, quand on se faire plaisir, parce qu'on ne pourra pas non plus tout arrêter. Sinon, c'est l'utopie pour moi. Il ne faut pas non plus imaginer ça. Mais on pourrait imaginer que plutôt la semaine, ou quand il y a du travail, quand il y a l'école, on mange équilibré. Et on se fait un plaisir le week-end. Voilà. Alors, je vais faire une pause. Je reviendrai vers Martina dans un instant. On va juste nous marquer la pause. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Alors, on revient pendant que ça se dissipe un petit peu sur le plateau. Pourtant, on n'a rien mis pour manger. Alors, on reçoit donc, je rappelle qu'on parle de nutrition, on parle également de neurosciences. Le neurocoach sur le plateau, c'est donc Martine Lazoz. On a donc avec nous une chef, Ingrid Massot, donc restaurant Carrezane, et puis on a également un conseiller en équilibre alimentaire, c'est donc Alexis Vincent. On parle de nutrition et on était sur le fait de parler de quelque chose dont Martine voulait réagir, c'était... Voilà, s'il vous plaît, je voulais revenir sur les derniers mots d'Ingrid qui parlaient de cet ajout inutile, puisque pour moi, la base de la nourriture de base ici, elle est bonne, elle est équilibrée, à condition d'avoir un peu d'activité physique, mais c'est cet apport. Et tout ce qui a été cité, c'est du sucre. Les coca, les sodas, etc., c'est du sucre, mais c'est du mauvais sucre, ce sont des faux sucres. Alors pourquoi vous parliez de plaisir? Ouais, mais les gens là, quand ils mangent, même avec le pain est rempli de sucre, etc. On met du sucre dans les produits salés, hein, le pain blanc, c'est un pain qui est très riche en sucre, oui, voilà. entre autres. Mais juste pour dire ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on cache beaucoup les mauvais produits dans la nourriture parce qu'on développe le goût, on développe l'addiction chez les gens. Oui. Mais ça, c'est une réalité. Mais pour revenir à cette question-là, à savoir aujourd'hui, se faire plaisir, prendre un sandwich gras avec des frites, avec des saucisses ou de la viande, ça, c'est quelque chose, on voit, c'était tellement courant. Même, tu ne veux pas taper sur la pizza, mais parfois, une pizza, c'est... Mais parce que dans tous ces produits-là, il y a des sucres cachés. Or, le sucre est plus addictif que la cocaïne, ça a été prouvé. On a mis dans une cage des rats et puis on leur a donné de la nourriture remplie de sucre et de cocaïne. Alors, ils étaient waouh, toutes guettes, d'accord. Et au bout d'un mois, par exemple, on retire la cocaïne. Alors ils sont bien évidemment très très stressés au départ, puis petit à petit, ils peuvent pas faire autrement que de se sevrer et de retrouver leur calme. Le jour où on a retiré le sucre, peu de temps après, ils se sont entre-dévorés. Le sucre est plus addictif que la cocaïne. Donc, pour vendre, l'alimentation industrielle met du sucre partout, mais qui n'est pas du vrai sucre, qui n'est pas du sucre de fruits. Même s'il y a marqué fructose, ça n'est pas du sucre de fruits. C'est ce qu'on appelle fructose-glucose. Si vous regardez sur les paquets de biscuits que vous donnez à vos enfants, etc., le fructose-glucose, c'est du sirop de maïs. Et le sirop de maïs, ça sert à quoi? À engraisser le foie des canards et des oies. Donc, et tout ça est donc addictif. Là, on est vraiment à nouveau dans ce problème d'addiction. Et donc, la personne, elle est addicte, mais en fait, malgré elle, parce qu'il y a quelque chose qui la piège, qui fausse son circuit de récompense dans son cerveau. Alors, comment une neurocoach intervient sur cette addiction? Comment intervenir sur le cerveau pour essayer d'enlever peu à peu l'addiction? Eh bien, il faut recharger la personne en dopamine, notamment. Alors, ça se fait déjà avec du sport, tout naturellement. Ça coûte rien d'aller courir, marcher, etc. On produit de la dopamine naturellement quand on fait du sport. On produit de la dopamine naturellement quand on se pose pour admirer un beau paysage, un beau ciel. C'est-à-dire tout ce qui est beau. La dopamine est liée au plaisir, vous voyez.
Si j'ai de la dopamine naturellement à l'intérieur de moi, eh bien, j'ai du plaisir à l'intérieur. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Si je n'ai pas de dopamine à l'intérieur de moi, je vais aller chercher à l'extérieur de quoi m'apporter du plaisir et du calme, comme la cigarette, comme l'alcool, comme des produits sucrés. C'est ça le piège. Donc, on va travailler à la fois sur le corps et le mental, puisqu'ils sont indissociables. Le corps, ça va être de faire découvrir à la personne des aliments et une façon de manger qui est attractive et qui lui donne du plaisir. Pouf, ça va recharger sa dopamine, donc elle aura moins besoin d'être compulsive sur des choses qui sont mauvaises pour elle. Ça, c'est une chose. Et puis, lui apprendre, faire des apprentissages, quels sont les bons aliments, quels sont ceux qui vous font du mal. Et ensuite aussi, on travaille en coaching. Voilà. Si vous continuez à manger ça, voilà ce qui va vous arriver. Ça, c'est le mur vers lequel vous allez vous scratcher. Si vous changez, voilà comment votre vie va se transformer. Donc on met le cerveau dans un choix, et comme l'être humain est un être de plaisir, il va aller petit à petit vers le plaisir et le bénéfice à gagner. Ça veut dire qu'il faut créer du plaisir à partir des bons produits pour qu'ils puissent le choisir. Tout à fait. Et on le démultiplie justement quand on fait travailler les 5 sens. J'ai assisté à des repas où on va même bander les yeux des personnes pour que leur sens gustatif et olfactif, l'odorat, se développe plus. Si on occulte un sens, les autres se développent plus. On peut même les faire manger avec les doigts. Parce que ça, là, on est dans le kinesthésique, dans le toucher. Et puis, quelquefois, sur ces repas, on va faire venir un chanteur, une chanteuse. Parce que là, c'est le son qui arrive. D'accord. Et là, on fait découvrir la nourriture d'une autre façon, comme si c'était un tableau. Finalement, on optimise la communication, on crée l'émotion et on met l'information. Exact. C'est exact. Ça. Et dans émotion, il y a motion, mouvement, on met la personne en marche vers quelque chose d'autre. Et ça, c'est un élément qu'on tient au moment où on fait les menus au restaurant, Ingrid ? En tout cas, on en tient compte, je pense déjà au moment où le client arrive dans le restaurant. C'est là qu'on commence à tenir compte de cette notion d'accompagnement du client vers le plaisir. Je pense que l'accueil est vraiment fondamental. Accueillir le client, bien l'installer, le mettre à l'aise, avoir un relationnel avec lui qui fasse qu'il se sente déjà ailleurs, déjà pris en compte, déjà pris en considération. Ils ne sont pas nombreux, les restaurants où l'accueil est fait. Et voilà. Je ne vais rien dire parce que je vais au restaurant et je n'ai pas envie de me commettre dehors. Moi aussi, c'est pareil, j'ai pas envie que... Mais je trouve que c'est important. Pour moi, en tout cas, là, moi qui guide mon équipe vers quelque chose qui fait sens, le sens, il commence là. Le client arrive, bon, c'est facile pour nous, pourquoi ? On est, avant tout, avant d'être restaurateur, nous sommes un centre de bien-être, nous faisons des massages, nous faisons des soins esthétiques, etc. Donc, l'art de l'accueil, nous le maîtrisons déjà. Nous savons ce que c'est que déjà de mettre une personne en situation de recevoir du bien-être. Il y a une question de donner et de recevoir. Or, il faut mettre les gens en capacité de recevoir pour qu'ils puissent accueillir ce qu'on va leur donner. Et la nourriture, c'est bien ça. Il y a aussi cette notion de donner et recevoir à son corps. Dans quelles conditions je mets mon corps en capacité de recevoir ce que je vais lui donner. Alors, je parle pour moi, ça m'arrive quand je suis pressée et que j'ai beaucoup de travail, je ne mets pas mon corps en capacité de recevoir, je travaille et puis je mange en même temps, il ne reçoit rien, mon corps, là. Maintenant, quand je vais me poser, que je vais m'asseoir et que je vais regarder et que je vais prendre le temps d'accueillir ce qui vient, je vais recevoir ce qui est bon pour moi. Pour revenir à ce que disait Martine tout à l'heure, il y a quelque chose qui est important. Oui, se faire accompagner, c'est une chose, mais la personne en elle-même, si elle s'écoutait un peu plus dans ses besoins, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de manger des noix, mais je suis comme une compulsion de noix ou une banane ou je sais pas, un truc un peu bizarre, je mangerais bien une banane. Mais peut-être qu'il y a quelque chose dans la banane dont le corps a besoin. Donc, c'est pas un mauvais fruit, c'est plutôt bon la banane. La noix, c'est pas quelque chose de mauvais. Donc, allons écouter ce genre de choses. Et non pas. Et peut-être qu'il faudrait se transformer ça. J'ai envie de manger quelque chose de sucré. Mais de quoi mon corps a besoin quand j'ai besoin de sucre ? Il a besoin d'être réconforté, il a besoin d'un câlin, je sais pas moi. Il a besoin de quelque chose de sucré. Alors, comment je peux faire pour le satisfaire sans lui donner le sachet de fraises Tagada Chacun ses expériences. Voilà, je l'ai faite celle-là, c'est pour ça que je la sors.
Je confirme, au niveau du cerveau, en fait, ce qui se passe, le rapport alimentaire, il est très très lié à l'estime de soi, à la valeur que l'on se donne. Je prends souvent l'exemple d'une plante verte. Je ne vais pas jeter une tasse de café à la plante verte pour l'arroser. Parce qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de soins, elle a besoin qu'on coupe les branches mortes, etc. Et en fait, le rapport alimentaire est très très lié à l'estime de soi et donc à l'amour de soi. Et donc, très souvent, les personnes qui ont des problèmes de déviance un petit peu, de déséquilibre, de désordre alimentaire, de manger ce qui, très clairement, ils savent, qui en est le témoin, l'auditeur, ils savent que c'est pas bon, mais ils se remplissent pour combler quelque chose, parce qu'il leur manque quelque chose. Et ensuite, au niveau du cerveau, il y a souvent une confusion entre deux sentiments. La personne confond manque et besoin. Donc, elle va se jeter sur quelque chose en rentrant du travail pour se calmer, qu'elle pense. Et en fait, elle a confondu est-ce que j'ai besoin de manger ou de boire, par exemple, cette bière, ou est-ce que j'ai un manque de repos, d'amour, que quelqu'un vienne me rendre service, m'aider, etc. Il y a cette confusion, et donc la personne va manger, parce qu'elle a confondu manque et besoin. Et si la compensation alimentaire, c'est un élément sur lequel vous devez également travailler lorsque vous accompagnez? Pour moi, personnellement, c'est fondamental, d'autant plus qu'on rentre dans le 21e siècle et que là, il y a des enjeux agro-environnementaux, il y a des grosses déficiences dans l'alimentation d'aujourd'hui. Mais bon, c'est un autre niveau de conscience. Il faut déjà, je pense, apprendre à bien se nourrir et ensuite, effectivement, avoir... Le problème, c'est que lorsqu'on veut aller vers cette démarche de bien se nourrir, il faut travailler sur les addictions, il faut travailler sur les mauvaises habitudes, il faut changer les mauvaises habitudes. Et pour changer les mauvaises habitudes, il faut le remplacer au fur et à mesure par quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on parle en termes d'équilibre alimentaire, il va falloir avoir aussi un travail psychologique, j'allais dire. Oui, bien sûr. Là, je pense que Martine on a bien parlé de ce travail d'accompagnement et de visualisation, finalement, du mur ou alors de la porte de sortie vers vers une meilleure version de soi-même, une meilleure version de l'estime de soi qu'on peut avoir. Donc, il faut travailler là-dessus. Moi, c'est vrai qu'après, au-delà de bien manger, d'intégrer des aliments de qualité nutritionnelle, etc., je pense, et là, après, votre avis aussi m'intéresse là-dessus, mais que les produits agricoles d'aujourd'hui, que le sol d'aujourd'hui, que plein de paramètres font que malheureusement, notre alimentation perd en valeur nutritionnelle. Oui. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est scientifiquement avéré aujourd'hui. On a des piles comme ça d'études scientifiques qui montrent que le riz, les fruits, les tomates, etc., le lycopène de la tomate qui est très bon pour la prostate, il a diminué de plus de 50% dans les tomates en France. Donc comment on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'on va manger dans les 30-50 prochaines années à venir, sachant que déjà aujourd'hui, là, on est quasiment tous déficitaires selon les résultats prise de sang, etc. Donc c'est un enjeu majeur. Là, on rentre dans un autre monde, quelque part aussi, au niveau alimentaire. On peut se satisfaire de ce qu'on a déjà. Et puis, il y a une catégorie de personnes, donc, comme je disais, un petit peu, pour le moment, évidemment, c'est loin d'être la majorité, mais qui ont conscience que la complémentation, supplémenter son alimentation, va devenir quelque part quand même important, quasiment incontournable pour eux. D'accord. L'hypnose, dans tout ce qui concerne le neurocoaching de quelqu'un, d'un démarche d'accompagner quelqu'un, quelle est la place de l'hypnose? L'hypnose va travailler en fait sur l'hémisphère droit de la personne, qui est le siège de son imaginaire. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre imaginaire et réalité, on va travailler sur l'imaginaire, on va mettre la personne... Pourquoi l'imaginaire et non pas le souvenir? Alors, parce qu'en fait, pour le cerveau, là je n'ai pas d'outils là, mais imaginons que... Il s'agit de créer dans son imaginaire des zones, je dirais, positives? Non, c'est pas tout à fait ça. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que par exemple, imaginons, je boutonne mon chemisier jusque-là. Quand je le fais, je crée un mouvement et une action dans mon cerveau, des connexions neuronales, etc. Si je ferme les yeux et que j'imagine que je suis en train de boutonner mon chemisier jusqu'au col,
que je l'ai fait ou que je l'ai imaginé, pour le cerveau, c'est la même chose. C'est là-dessus qu'on s'appuie avec l'hypnose. Donc, on va faire imaginer la personne. Alors, la mettre en hypnose, ça veut dire la couper de son quotidien, de sa réalité. En fait, on est tous les jours en état d'hypnose sans le savoir. À chaque fois qu'on est à ce point capté par quelque chose, comme j'espère nos téléspectateurs qui sont captés, ils sont en hypnose. Chaque fois qu'on est à ce point capté par quelque chose, par quelqu'un, par un paysage qu'on en oublie, le temps et l'espace, nous sommes en état d'hypnose. Donc un praticien en hypnose doit faire en sorte de focaliser la personne sur un son, sur sa voix, sur la respiration de la personne, sur quelque chose, de telle sorte qu'elle ne pense qu'à ça. Donc, elle en oublie, un peu comme quand on est au cinéma et qu'on regarde un film, on finit par en oublier qu'on est dans un fauteuil, dans une salle. On est dans l'histoire. On se projette. Donc, à ce moment-là, on est dans l'imaginaire. Mais la différence, c'est que le cerveau croit que c'est une réalité. Donc, à force de le répéter, de le répéter, de le répéter, et d'imaginer que je suis en train de me régaler avec des petites graines germées, avec des produits frais que j'ai joliment présentés dans mon assiette, eh bien, mon cerveau va le prendre pour une réalité. Pour lui, c'est une évidence, c'est ça, se nourrir. Donc, c'est comme ça qui disait facilite Alexis, les choses. une visualisation suffit donc à créer. Est un bon complément. Mais je reviens sur ce que dit Alexis, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, tous les aliments, les nutriments ont perdu beaucoup de valeur énergétique, parce qu'on a trop tiré sur la terre, et que nous sommes une société qui est quand même un peu condamnée à se supplémenter avec des micronutriments qui sont finalement à l'homme ce que l'engrais est à la plante. Ce sont des concentrés d'oligo-éléments, de sels minéraux, etc., qui vont venir soutenir, redonner du regain à la belle plante que nous sommes. Ça, il ne faut pas se leurrer, ça va être comme ça. Faire très attention parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Choisir des bons produits, éviter ceux qui viennent de pays que je ne nommerai pas ici. Voilà, ça c'est très important. Mais il va falloir le faire. Et puis, il y a un domaine qui est en train de s'ouvrir, qui est merveilleux, qui pourrait sauver de la famine tous nos pays pauvres, l'Afrique, etc. C'est les graines germées qui sont bourrées de protéines et qui ont, vous mettez des lentilles dans un bocal, à peine 3 gouttes d'eau, au soleil, ça va faire de la vapeur, de l'humidité et ça va germer. Et là, vous mettez ça, vous le mangez, vous le mettez par-dessus des salades et vous avez un apport de protéines incroyable. Et ça coûte rien. On peut sauver la moitié de la Terre avec ça. Ça, on le sait déjà. Mais il va nous rester 9 minutes. Moi, ce que je voulais juste compléter par rapport au travail sur l'estime de soi, et puis on me disait, mais comment faire? Qu'est-ce qui fait que les gens m'en vouent pas? Enfin, comment réguler son appétit? Quand j'anime des ateliers, je fais des ateliers de développement personnel, et quand je les anime, puisque ça travaille justement sur l'estime de soi, à savoir, on travaille la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'image de soi, l'amour de soi, enfin, on est sur cette équation-là dans les ateliers. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait l'atelier, et quand c'est l'heure de manger, les gens, ils n'ont pas faim. Il est 1h de l'après-midi, il n'y a personne qui vient me voir pour prendre la pause à 10h30, personne me dit j'aimerais faire une pause, et le soir, personne n'a envie de partir. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été nourris. Ils ont été nourris sans que ça soit de la nourriture alimentaire. Ils ont été nourris par tout le travail psychologique qui a été fait sur eux-mêmes avec des choses extrêmement positives, même si quand on fait des ateliers, on travaille sur des choses extrêmement difficiles, notamment les blessures, les blessures de l'être. Et donc, mais ça n'empêche qu'ils sont quand même nourris et qu'on n'a pas faim. Et même moi, qui suis animatrice de ces ateliers, quand j'anime un atelier, j'ai pas faim. Non. Je pourrais rester toute une journée sans manger. Donc, il y a bien quelque chose, il y a bien un message qu'on peut entendre aussi de tout ça. Donc, la nourriture d'esprit... Je pense que c'est en fait, imaginons un travail sur l'estime de soi, un travail sur le stress, sur la gestion du stress, c'est-à-dire de l'hypnose, de la méditation, de la relaxation, etc. De la cohérence cardiaque, enfin, tout un tas d'exercices. Imaginons plus de l'activité physique, parce que du coup, ça va faire en sorte que le corps va se mettre en énergie, et le corps a besoin d'énergie pour faire tout le travail qu'il a à faire, et pour donner l'énergie nécessaire à notre cœur, à notre foie, à notre rein, à nos intestins, de faire. Plus une alimentation qu'on va essayer de réguler, même s'il s'agit de changer, pour ma part, des années et des années de mauvaise alimentation, ça ne va pas se changer en un claquement de doigts, il faudra un peu de temps. Mais si on fait ce petit plus, plus ce petit plus, plus ce petit plus là, je pense qu'on peut vraiment arriver à des résultats extrêmement satisfaisants. Ma question, c'est, avec Martine, qu'est-ce qui va se passer comme travail? Qu'est-ce qui va être mis en place? Moi, on a déjà commencé à regarder. Donc, on a un principe de Buddha Ball, comme j'en avais
parlé, donc ce genre de bol de fruits, de légumes, on a tout un tas d'aliments qui sont faits pour que ça soit bon. On prend des produits de préférence bio quand ils existent. On a des graines germées, comme le disait la Martine. Et l'idée, c'est de partir sur une alimentation qui serait celle-là. Elle est rapide, on la mange rapidement le midi. On va la varier, on va y mettre des œufs aujourd'hui, demain on peut y mettre de poisson, on peut y mettre après-demain de la viande, etc. Donc plutôt des produits de bonne qualité, des produits frais et une quantité qui soit suffisante pour qu'on n'ait pas besoin d'en manger après. Mais comme il y a plein de petites choses, plein de couleurs, on est rassasié très rapidement avec ce bol-là. De manière à ce que ça nous tienne. Le soir, on va plutôt avoir un repas familial qui, en général, est plutôt léger. Et puis, on va se faire plaisir le week-end avec un bon carré, la pâte cochon. Même si je mange pas de porc, quel désespoir pour moi. En même temps, je pourrais manger du porc. Alors, je lance un appel, je cherche un producteur, qui a quelqu'un qui a un cochon dans sa cour, qui n'est pas piqué aux hormones, et là, je viendrai manger. Puisque tu le disais tout à l'heure, le souci du porc à l'endroit où tu en parlais, c'est que il mange des tendons de porc, c'est ça. Mais peut-être que le porc est pas bourré d'antibiotiques, de pénicilline. Moi, je suis allergique à la pénicilline, donc c'est foutu. Bon, je pense qu'à Okinawa, chaque famille élevait son porc. Ben voilà. Alors, ça faisait qu'il le nourrissait avec les eaux grasses, avec les épluchures, et c'est pas la même chose. Je vais aller voir l'agriculteur en face du restaurant là, puis je vais lui demander un petit parterre juste pour mettre un cochon dedans. Un cochon et un cabri, un bœuf. Un cochon et un cabri, un bœuf. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y aura des ateliers en public avec Martine? Alors, il y en avait cette semaine. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres cette semaine. Voilà. Surveiller le site du restaurant et puis... S'il y a des gens qui voudraient venir... Là, ça serait bien, ça serait intéressant que les gens prennent contact avec le Carré-Zen cette semaine, là, parce que Martine, tu es là donc jusqu'à lundi prochain, c'est ça? Et donc, je pense que tu peux faire des consultations individuelles, etc., ou collectives. Donc, si des personnes sont intéressées suite à l'émission, là, qui prennent contact avec nous, et puis on verra comment on peut s'organiser. Et préparer des ateliers très, très ciblés sur le sujet, oui, ça, c'est vraiment envisagé. D'accord. Voilà. Le travail sur la... Je tiens aussi à dire qu'Alexis fait aussi des ateliers au Carré-Zen, puisqu'il y a un samedi ou 2 samedis dans le mois où il vient justement apprendre notamment à utiliser la complémentation que tu proposes là de manière différente, de manière cuisinée, de manière à ce que ça soit mangeable, agréable, etc. Donc Alexis fait également des ateliers certains samedis dans le mois. Voilà. Alexis a également sa page Facebook, je suppose. Oui. D'accord. Alors, il nous reste 3 minutes. Comment est-ce qu'on peut... Quelle serait la bonne posture, la bonne démarche pour manger mieux, sainement, et surtout pour se soigner finalement? Moi, je dirais qu'il faut pas prendre... L'idée, c'est pas de manger, comme j'ai dit encore, c'est pas de manger pour manger, quoi. L'idée, c'est de dire que quand je mange, j'apporte à mon corps ce dont il a besoin, ce qui est nécessaire pour lui, pour bien fonctionner. Et mon corps, c'est mon cheval, c'est ma monture, c'est mon trésor, c'est mon précieux, quoi. Et quand on change sa considération au corps, je pense que le travail est déjà là. Donc, j'invite les gens à regarder leur corps de manière différente. Voilà. D'accord. Oui, ça rejoint ce que dit Ingrid, c'est la perte de valeur symbolique qu'on a eue finalement. Le corps, c'est pas une voiture, on met pas juste de l'essence et puis ça démarre et ça roule. On est quand même des êtres assez miraculeux quand même. C'est quand même pas rien, un organisme vivant. On est beaucoup plus élaboré qu'une Formule 1, quoi. Donc je veux dire, si on reconsidère déjà un petit peu le symbole qu'est le corps, on peut avoir tendance à reconsidérer aussi un petit peu ce qu'on y met dedans et le rapport qu'on en a. Donc je pense que voilà, pour moi le symbole, que le bâton de Moron, que ce soit Bray de la misère en langage, je l'ai dit la dernière fois, mais pour moi c'est ça, justement, c'est symbolique, c'est que alors que c'est un arbre qui est vertueux, qui présente plein de valeurs nutritionnelles, pourtant c'est Bray de la misère. C'est dommage. Comme quoi. Martine, pour conclure. Alors un mot, la bienveillance pour soi. C'est d'abord ça qui est important. Oui. C'est de s'aimer encore plus. Oui, s'aimer et être bienveillant pour son corps, c'est-à-dire le soigner et le traiter, lui apporter les nutriments qui lui font du bien et qui nous apportent du bonheur et de l'énergie. Bienveillance. Et les gens qui mangent mal, c'est ça leur problème, c'est de ne pas s'aimer. Ils ont peut-être oublié ça.
Ils ont oublié ça. Ils sont sur un plaisir immédiat qui est en fait addictif, qui est un piège, et ils ne sont plus, ils ont perdu la bienveillance pour eux-mêmes. D'accord. En tout cas, merci Martine. Merci à vous. Merci à Ingrid. Merci également à Alexis. En tout cas, on essaiera de les réunir le plus souvent sur ce plateau pour essayer de vous apporter peut-être ce petit plus que vous avez besoin pour peut-être penser un peu plus à vous, pour vous aimer un peu plus. Et c'est vrai que c'est pas évident. Quand on se regarde dans le miroir, la tête qu'on a, on n'a pas envie de beaucoup de s'aimer. Mais bon, Dieu. Et si on va se regarder justement en se disant waouh, qu'est-ce qu'on est beau et qu'est-ce qu'on est belle. Oui. Pourquoi on ne va pas se dire ça? Justement, tout le travail sur le cerveau, sur la visualisation, sur l'affirmation est important, justement. D'accord. Voilà. Finalement, Ingrid aura le mot de la fin et elle a sans doute raison. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis, en espérant que ça vous aide aussi dans les démarches que vous avez de bien manger et de bien vous soigner également. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.